Elle a vendu plus de 200 millions d'albums. Elle a fait pleurer des millions de personnes avec sa voix. Mais aujourd'hui, c'est sa propre famille qui pleure. Pas à cause de sa musique, à cause de l'argent. Une fortune colossale. Des héritiers qui se déchirent en silence. Des décisions testamentaires qui ont choqué même ses proches les plus intimes. Et au milieu de tout ça, une femme malade qui a peut-être déjà tout prévu. Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo, c'est ce que les médias n'osent pas dire clairement. Ce qu'il y a vraiment derrière la fortune de Céline Dion, comment elle a choisi de la distribuer, et pourquoi certains membres de sa famille n'ont pas reçu ce qu'ils espéraient. Restez jusqu'à la fin, parce que le dernier élément que je vais vous révéler va vous surprendre. Il y a des fortunes qui impressionnent. Et puis il y a la fortune de Céline Dion. Celle qui dépasse l'entendement. Celle qui force le respect, même de ses ennemis les plus acharnés. Née dans une famille modeste de Charlemagne, au Québec, 14e enfant d'une fratrie nombreuse, Céline Dion n'avait rien au départ. Pas de connexion, pas d'argent, pas de piston. Elle n'avait qu'une chose, une voix que Dieu lui-même semblait avoir sculptée pour émouvoir le monde entier. Et le monde entier a répondu. Aujourd'hui, les experts estiment sa fortune personnelle à plus de 800 millions de dollars. Certaines sources parlent même d'1 milliard. Oui, 1 milliard de dollars. Pour une fille de Charlemagne qui chantait dans les mariages à l'âge de 12 ans. Mais comment est-on arrivé là? Comment une voix, aussi belle soit-elle, peut-elle générer une telle richesse? La réponse est simple. Céline Dion n'a jamais été qu'une chanteuse. Elle a été une industrie à elle seule. Ses tournées mondiales ont rapporté des centaines de millions. Sa résidence à Las Vegas au Caesars Palace, qui a duré plus de 16 ans avec 2 contrats successifs, lui a rapporté à elle seule plus de 400 millions de dollars. Chaque soir, des milliers de spectateurs payaient entre 100 et 300 dollars pour la voir chanter en direct. Chaque soir, pendant 16 ans. Ajoutez à cela les droits musicaux, les royalties, les contrats publicitaires avec des marques comme L'Oréal, Air Canada ou encore la célèbre marque de parfum qui porte son nom. Sa ligne de parfum a généré à elle seule plus de 800 millions de dollars de ventes mondiales depuis son lancement. Ensuite, il y a les placements immobiliers. Céline Dion a toujours ce que la vraie richesse ne dort pas dans un compte en banque. Elle se construit en pierre, en bois, en terrain. Sa propriété à Jupiter Island en Floride, un véritable domaine de rêve avec piscine, cours de tennis et accès direct à l'océan, a été vendue pour plus de 38 millions de dollars. Elle possédait également une propriété à Montréal, une villa en Europe et plusieurs investissements immobiliers, discrets aux États-Unis et au Canada. Et puis il y a les chiffres d'albums. Plus de 200 millions d'albums vendus dans le monde. My Heart Will Go On, la chanson emblématique de Titanic, reste à ce jour l'une des chansons les plus rentables de toute l'histoire de la musique. Rien que cette chanson lui a rapporté des millions en droits d'auteur chaque année, depuis 1997. Céline Dion, c'est un empire. Un empire construit à la sueur d'une voix, brique par brique, continent par continent, larme par larme. Mais voilà où les choses deviennent intéressantes. Voilà où l'histoire bascule. Parce qu'un empire sans héritier clairement désigné, c'est une bombe à retardement. Et quand la maladie frappe une femme aussi puissante que Céline Dion, la question que tout le monde se pose en silence devient soudainement très bruyante. Qui va hériter de tout ça? Il y a des moments dans la vie où l'univers entier semble s'arrêter. Pour Céline Dion, ce moment a eu un nom. Un nom froid, un nom médical, un nom que personne ne voulait entendre. Le syndrome de la personne raide. En décembre 2022, Céline Dion brise le silence. Dans une vidéo postée sur ses réseaux sociaux, les yeux rougis, la voix brisée, elle annonce au monde entier qu'elle souffre d'une maladie neurologique rare et incurable appelée le syndrome de la personne raide, ou Steve Person syndrome en anglais. Une maladie qui touche environ une personne sur 1 million. Une maladie qui provoque des spasmes musculaires violents, incontrôlables, pouvant aller jusqu'à fracturer les os. Une maladie qui lui a volé ce qu'elle avait de plus précieux, sa capacité à chanter librement. Le monde entier s'est arrêté ce jour-là. Des millions de fans ont pleuré devant leurs écrans. Des artistes du monde entier ont exprimé leur soutien. Les médias ont relayé l'information en boucle. Mais derrière les caméras, derrière les messages de soutien, derrière les hashtags de solidarité, quelque chose d'autre se passait. Quelque chose de beaucoup plus discret, beaucoup plus personnel. Céline Dion prenait des décisions. Parce que quand on est une femme de sa trempe, quand on a construit un empire avec ses propres mains, quand on a traversé la mort de l'homme qu'on aimait, René Angélil, emporté par un cancer en janvier 2016, on ne laisse pas le destin décider à votre place. On prend les devants. On organise. On planifie. Et c'est exactement ce qu'elle a fait. Selon des sources proches de son entourage, dès l'annonce de sa maladie,
Céline Dion aurait entamé un long processus de réorganisation de son patrimoine. Des réunions discrètes avec ses avocats, des sessions confidentielles avec ses conseillers financiers, des conversations privées avec certains membres de sa famille, et pas d'autres. C'est là que tout commence à devenir compliqué. Parce que Céline Dion a 3 enfants. René Charles, l'aîné, né en 2001, et les jumeaux Nelson et Eddie, nés en 2010, fruit d'une fécondation in vitro que René Angélil et elle avaient décidé ensemble, comme un dernier cadeau de la vie avant que la maladie ne frappe René. 3 enfants qu'elle aime de tout son être, c'est indéniable. Mais 3 enfants avec des personnalités très différentes, des besoins très différents, et surtout, des relations très différentes avec leur mère. René Charles, l'aîné, a grandi dans l'ombre colossale de ses parents. Il a tenté une carrière musicale sous le pseudonyme B-Type, avec des résultats mitigés. Il a traversé des périodes difficiles, des rumeurs de mauvaise fréquentation, des moments de vulnérabilité publique qui ont inquiété plus d'un observateur. Sa relation avec sa mère, bien que profonde, a parfois été décrite comme tendue, marquée par le poids des attentes et le deuil jamais tout à fait terminé de son père. Les jumeaux, eux, sont encore jeunes, encore protégés, encore à l'abri, du moins en apparence, des réalités financières qui entourent la fortune de leur mère. Mais voilà ce que peu de gens savent. Ce que les tabloïds n'ont pas vraiment creusé. Céline Dion a une famille bien plus large que ses 3 enfants. Elle a des frères, des sœurs, des neveux, des nièces, une fratrie de 14 enfants dont elle est issue, dont plusieurs ont gravité autour de son succès au fil des années. Certains ont travaillé pour elle, certains l'ont accompagnée sur la route, et certains espéraient peut-être plus que ce qu'ils ont reçu. C'est dans ce silence-là, dans cet espace entre ce qu'on espère et ce qu'on obtient, que les larmes ont commencé à couler. Pas devant les caméras, pas sur les réseaux sociaux, mais dans les couloirs feutrés des études notariales, dans les conversations à voix basse après les réunions de famille, dans les regards échangés entre frères et sœurs qui comprennent, sans se le dire, que quelque chose a changé, que l'empire a été réparti, et que tout le monde n'a pas eu la même part. Un testament, c'est la dernière parole d'un être humain, la dernière décision. Le dernier acte de volonté d'une personne qui sait, au fond d'elle-même, qu'un jour elle ne sera plus là pour parler. Et quand cette personne s'appelle Céline Dion, quand cette personne a accumulé une fortune estimée à plus de 800 millions de dollars, ce testament devient bien plus qu'un simple document juridique. Il devient une déclaration, un message, parfois même une blessure. Commençons par ce qui semble être la décision la plus attendue, la plus logique, la plus naturelle. Ses 3 fils, René Charles, Nelson et Eddie, sont les héritiers principaux de la fortune de Céline Dion. C'est une évidence que personne ne conteste. Ses enfants sont sa chair, son sang, le prolongement de l'amour qu'elle a partagé avec René Angélil. Leur donner la priorité absolue dans la répartition de son patrimoine, c'est un choix que le monde entier comprend et accepte. Mais le diable, comme toujours, se cache dans les détails. Parce que léguer une fortune à 3 enfants, ça ne signifie pas simplement diviser par 3 et donner à chacun sa part. Non. Quand on est Céline Dion, quand on a des avocats parmi les meilleurs du monde, quand on a réfléchi pendant des années à la transmission de son patrimoine, on met en place des structures juridiques complexes, des fiducies, des fonds en gestion, des conditions d'accès aux ressources, des calendriers de déblocage des fonds liés à des âges précis ou à des conditions de vie particulières. Et c'est précisément là que les tensions commencent. René Charles a aujourd'hui plus de 20 ans. Il est adulte. Il est légalement en mesure de recevoir un héritage direct. Mais selon des informations qui ont circulé dans l'entourage proche de la famille, une partie significative de la fortune destinée à l'aîné serait placée dans une fiducie contrôlée. Ce qui signifie qu'il n'a pas accès à la totalité des fonds librement. Qu'il doit répondre à certaines conditions. Que quelqu'un, un conseil d'administration, un gestionnaire de patrimoine, ou peut-être même Céline elle-même tant qu'elle est en vie, supervise l'utilisation de cet argent. Pour un jeune homme qui a grandi dans l'opulence, qui a vu son père gérer un empire, qui porte le prénom de cet homme comme un fardeau et une fierté mélangée, cette restriction n'est pas qu'une décision financière. C'est un message. Et les messages, dans les familles riches, ont tendance à faire très mal. Ensuite, il y a les jumeaux. Nelson et Eddie ont aujourd'hui 16 ans. Leur héritage est naturellement placé sous tutelle jusqu'à leur majorité, ce qui est parfaitement normal sur le plan légal. Mais la question que beaucoup se posent dans l'entourage familial, c'est la suivante. Qui gère cet argent pendant leur minorité? Qui prend les décisions d'investissement? Qui supervise les placements? Qui s'assure que dans 10 ans, quand ces 2 jeunes hommes auront 25 ans, il restera encore quelque chose de substantiel à recevoir? Ces questions ne sont pas anodines.
Dans l'histoire des grandes fortunes familiales, il n'est pas rare que des patrimoines colossaux fondent comme neige au soleil entre les mains de gestionnaires peu scrupuleux ou de décisions d'investissement hasardeuses. Mais voilà ce qui a vraiment fait couler des larmes. Voilà l'élément que les médias ont effleuré sans jamais vraiment creuser. Céline Dion a également prévu des dispositions pour sa fratrie, pour ses frères et sœurs, pour certains membres de sa famille élargie qui ont été présents à ses côtés pendant des décennies. Et ces dispositions, selon les informations disponibles, sont loin d'être à la hauteur de ce que certains espéraient. Pensez-y, vous êtes le frère ou la sœur de Céline Dion. Vous avez grandi avec elle dans la même maison modeste de Charlemagne. Vous avez peut-être travaillé pour elle, peut-être sacrifié une partie de votre propre vie pour accompagner son succès. Et au moment où le testament est lu, au moment où les chiffres apparaissent en noir sur blanc devant vos yeux, vous réalisez que votre pas ne ressemble pas du tout à ce que vous aviez imaginé. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas zéro. Mais c'est infiniment moins que ce que représente réellement la fortune totale. Et dans une famille nombreuse, dans une famille québécoise où les liens du sang ont toujours été sacrés, où Céline elle-même a toujours dit que sa famille était sa première richesse, ce déséquilibre fait l'effet d'une gifle silencieuse. Il y a aussi un autre élément dont on parle très peu. Céline Dion aurait prévu des donations significatives à des causes caritatives, des fondations liées à la santé, des organisations dédiées à la recherche sur les maladies rares, peut-être en lien direct avec sa propre condition médicale, des institutions culturelles francophones au Québec. Ces donations, nobles et admirables, représentent une part non négligeable de son patrimoine total, de l'argent qui ne reviendra donc jamais à la famille. Et c'est peut-être ça, le vrai choc. Pas l'idée qu'elle ait choisi de donner à des causes qui lui tiennent à cœur, mais la réalisation brutale que quand on fait le calcul, quand on soustrait les donations, les frais de gestion, les impôts successoraux, les fiducies contrôlées, ce qui reste réellement disponible pour les membres de la famille est bien inférieur aux milliards de dollars dont tout le monde parlait. La fortune de Céline Dion est réelle. Elle est colossale, mais elle est aussi fragmentée, conditionnée et partiellement inaccessible. Et c'est cette réalité-là, cette vérité cachée derrière les chiffres impressionnants, qui a semé les premières graines de la discorde. Il y a une chose que l'argent fait aux familles. Une chose que personne n'ose dire à voix haute lors des réunions de famille, lors des repas de Noël, lors des anniversaires où tout le monde sourit pour les photos. L'argent ne crée pas les problèmes. Il les révèle. Il prend tout ce qui était caché sous la surface, toutes les jalousies refoulées, toutes les rancœurs non dites, toutes les blessures jamais cicatrisées, et les fait remonter. Brutalement. Irrémédiablement. Et dans la famille Dion, il y avait beaucoup de choses sous la surface. Commençons par René Charles, l'aîné, celui qui porte le prénom de son père comme une couronne trop lourde pour ses épaules. Depuis la mort de René Angélil en 2016, René Charles a traversé des années difficiles, des années de recherche d'identité, des années où il a tenté de se construire une place dans un monde qui le regardait toujours comme le fils d'eux, jamais simplement comme lui-même. Sa tentative de carrière musicale sous le nom de Big Tip a été accueillie avec une indulgence teintée de pitié par les médias. Pas mauvais, pas exceptionnel. Simplement, le fils de Céline Dion qui essaie. Et quand on est le fils de Céline Dion, essayer sans atteindre les sommets ressemble toujours à un échec, même quand ce n'en est pas un. Ce contexte est essentiel pour comprendre les tensions autour de l'héritage. René Charles n'est pas seulement un héritier. Il est un jeune homme en quête de légitimité. Et apprendre que sa part d'héritage est conditionnée, supervisée, encadrée par des structures juridiques qui limitent son autonomie financière, c'est lui dire, sans le dire, que sa mère ne lui fait pas entièrement confiance. Que malgré tout l'amour qu'elle lui porte, elle a préféré placer des garde-fous autour de l'argent plutôt que de le lui confier librement. Imaginez ce que ça fait à un fils. Imaginez ce que ça fait à un homme de plus de 20 ans qui cherche déjà à prouver sa valeur au monde. Cette décision, aussi protectrice qu'elle soit dans l'intention, peut être vécue comme une humiliation silencieuse, comme un manque de confiance gravé dans le marbre d'un document légal. Mais René Charles n'est pas le seul à souffrir en silence. Du côté de la fratrie de Céline, les choses sont encore plus complexes. Céline a 13 frères et sœurs. 13. Et parmi eux, plusieurs ont eu des rôles importants dans sa carrière et dans sa vie. Jacques Dion, l'un de ses frères, a longtemps été impliqué dans la gestion de certains aspects de sa carrière. D'autres membres de la famille ont travaillé dans son entourage, géré des aspects logistiques de ses tournées, participé à la construction de l'empire Céline Dion de manière directe ou indirecte. Ces personnes-là ont investi leur vie dans le succès de leur sœur. Pas seulement leur affection, leur temps, leur énergie, parfois même leurs propres ambitions personnelles, mises de côté pour soutenir la plus célèbre d'entre eux.
Et quand le testament révèle que leur contribution sera récompensée de manière, disons, symbolique, par rapport à l'ampleur de la fortune totale, la blessure est double. Ce n'est pas seulement une déception financière. C'est une remise en question de toute une vie de dévouement. C'est se demander, dans le silence de sa propre maison, si tout ce qu'on a donné valait vraiment quelque chose aux yeux de celle qu'on aimait. Il y a également la question de la propriété familiale de Charlemagne. La maison où Céline a grandi. La maison de ses parents, Adhémar et Thérèse Dion. Ce lieu chargé de mémoire, de symboles, de souvenirs d'enfance partagés par 14 enfants. Que devient-il? À qui appartient-il? Est-il inclus dans la succession? Est-il vendu? Conservé? Transformé en musée ou en lieu de mémoire? Ces questions, apparemment secondaires, sont en réalité explosives dans une famille nombreuse. Parce que la maison familiale, c'est plus que des murs. C'est l'identité commune. C'est la preuve tangible d'où l'on vient. Et quand on décide de son sort sans consulter tout le monde, les fractures apparaissent. Mais peut-être la tension la plus profonde, la plus douloureuse, la moins visible de l'extérieur, c'est celle qui existe entre Céline et sa propre image de mère. Elle a toujours dit que ses enfants étaient sa priorité absolue. Elle a toujours dit que la famille passait avant tout. Elle a sacrifié des années de carrière pour être présente auprès de René malade. Elle a tout arrêté, ou presque, pour être là pour ses fils après la mort de leur père. Et maintenant que c'est elle qui est malade, maintenant que c'est elle qui fait face à une maladie incurable qui lui vole ses forces jour après jour, elle se retrouve dans la position la plus cruelle qui soit. Celle de devoir préparer son absence tout en étant encore présente. Devoir choisir. Devoir trancher. Devoir dire à travers un document juridique froid et impersonnel ce qu'elle n'a peut-être jamais réussi à dire avec des mots simples et chaleureux à chacun de ses proches. Et ces choix, aussi réfléchis et bien intentionnés qu'ils soient, laissent des traces invisibles mais profondes dans le tissu d'une famille. On rapporte que certaines conversations téléphoniques entre membres de la famille, après que les grandes lignes du testament ont commencé à filtrer, se sont terminées dans les larmes. Pas dans la colère, pas dans les cris, dans les larmes. Parce que dans les familles qui s'aiment vraiment, la déception ne prend pas la forme de la violence. Elle prend la forme du silence, du sanglot étouffé, du message qu'on tape et qu'on efface 3 fois avant de ne pas l'envoyer. Et c'est peut-être ça, la vraie fortune que Céline Dion laisse derrière elle. Pas les 800 millions de dollars, pas les droits musicaux, pas les propriétés immobilières, mais une famille entière qui l'aime assez pour souffrir en silence plutôt que de la blesser publiquement. Nous voilà à la fin de cette histoire. Une histoire qui n'est pas terminée, parce que Céline Dion est encore vivante. Elle se bat encore. Elle résiste encore. Avec cette force silencieuse et têtue qui a toujours été sa marque de fabrique, elle continue d'avancer malgré la maladie, malgré la douleur, malgré tout ce que la vie lui a pris ces dernières années. Mais cette histoire nous enseigne quelque chose d'essentiel. Quelque chose que nous avons tous besoin d'entendre, que vous soyez riche ou modeste, célèbre ou anonyme, québécois ou camerounais, américain ou européen. L'argent ne simplifie jamais les choses. Il les complique. Nous passons notre vie à croire que si nous avions plus d'argent, tout irait mieux, que les problèmes disparaîtraient, que les relations familiales seraient plus simples, que les décisions seraient plus faciles à prendre, que la vie, en somme, serait plus douce. Céline Dion avait tout. Une voix unique au monde. Un amour de vie exceptionnel. 3 enfants qu'elle adore. Une fortune colossale. Une carrière qui restera gravée dans l'histoire de la musique pour des siècles. Et pourtant, au moment le plus vulnérable de sa vie, au moment où la maladie lui vole sa force et sa voix, elle se retrouve face aux mêmes questions universelles que n'importe quel être humain. Comment protéger ses enfants? Comment honorer ceux qui l'ont aimé fidèlement? Comment être juste envers tout le monde quand être juste envers tout le monde est impossible par définition? Parce que voilà la vérité que personne ne dit. Dans toute succession, dans tout héritage, dans toute transmission de patrimoine, il y a toujours quelqu'un qui reçoit moins que ce qu'il espérait. Toujours. Sans exception. Et cet écart entre l'espoir et la réalité, aussi petit soit-il en valeur absolue, fait toujours mal. Parce que l'héritage n'est jamais vraiment une question d'argent. C'est une question de reconnaissance. Recevoir un héritage, c'est entendre, depuis l'au-delà, la voix de quelqu'un qu'on aimait vous dire. Ta présence dans ma vie avait de la valeur. Ce que tu m'as donné comptait. Je ne t'ai pas oublié. Et ne pas recevoir ce qu'on espérait, c'est entendre le silence là où on attendait ces mots. C'est pour ça que les familles pleurent. Pas pour l'argent. Pour ce que l'argent représente. Céline Dion le sait mieux que quiconque. Elle qui a grandi dans une famille de 14 enfants où l'amour était la seule richesse réelle. Elle qui a vu son mari mourir lentement, lui tenant la main jusqu'au dernier souffle. Elle qui a dû apprendre,
à 56 ans, que son propre corps pouvait devenir son pire ennemi. Elle sait que la vraie fortune, la seule qui compte vraiment, ne se mesure pas en dollars, ni en euros, ni en francs CFA. Elle se mesure en moments partagés, en sacrifices consentis, en amour donné sans rien attendre en retour. Et peut-être que c'est là, finalement, le vrai testament de Céline Dion. Pas le document juridique rédigé par ses avocats, pas les fiducies et les fonds de gestion, pas les donations aux fondations caritatives. Son vrai testament, c'est sa musique. Ce sont ses chansons qui ont accompagné des millions de personnes dans leurs moments les plus intenses. Les mariages, les deuils, les ruptures, les réconciliations, les naissances, les adieux. My Heart Will Go On passera encore dans 100 ans, dans 200 ans, long après que les 800 millions de dollars auront été dépensés, investis, redistribués, dissous dans le flux incessant de l'économie mondiale. Long après que les querelles familiales autour du testament auront été oubliées. Long après que les noms des avocats et des gestionnaires de patrimoine auront disparu de toutes les mémoires. Cette voix, elle, restera. Et c'est peut-être la seule chose que Céline Dion n'aura jamais eu besoin de léguer dans un testament. Parce que certaines fortunes ne s'héritent pas. Elles se vivent. Elles se ressentent. Elles traversent le temps sans avoir besoin de signature ni de sceau notarial. Voilà ce que cette histoire nous apprend. À nous qui la regardons de loin, touchés malgré nous par la trajectoire extraordinaire de cette femme extraordinaire. Prenez soin de vos proches. Dites-leur ce qu'ils représentent pour vous. Pas dans un testament. Pas dans un document légal, rédigé quand il est peut-être trop tard. Maintenant. Aujourd'hui. Avec des mots simples et vrais. Parce que la vraie richesse, celle que personne ne peut vous voler, celle que la maladie ne peut pas détruire, celle qui ne génère aucun conflit familial, aucune larme amère, aucun silence douloureux, c'est l'amour donné à temps. Si cette vidéo vous a touché, laissez un commentaire en dessous. Dites-nous ce que vous pensez de l'histoire de Céline Dion. Partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez. Et abonnez-vous à la chaîne pour ne jamais manquer nos prochains documentaires. À très bientôt.